beaucoup à Clémence Scotté qui nous a donné cet éclairage à la fois rare et très actuel sur le sujet de la collecte et de l'utilisation des données personnelles. Alors on va vraiment se focuser sur l'utilisation des données personnelles avec une table ronde sur le sujet du Smart CRM. Alors le Smart CRM, qu'est-ce que c'est, hein? C'est prendre conscience de la révolution qu'est le mobile sur les sujets de marketing relationnel, prendre conscience qu'il y a des leviers comme l'instantanéité, l'intimité, le contexte qui deviennent de plus en plus importants et décisifs. Alors, à la Mobile Marketing Association, on traite ces sujets dans le cadre de la commission messaging. La commission messaging édite régulièrement des guides et des études, notamment une très belle étude sur la push notification en 2017 et un petit peu de teasing avec un livre blanc à venir début 2018 sur les chatbots. Alors, pour parler de ces sujets de Smart CRM, on va accueillir aujourd'hui Reda Larabi d'AppsFlyer, Charlotte Journeau-Baum de Wishibam, Claire-Alix Legendre de Vente Privée et Loïc Jourdain de Stouti, et toujours bien sûr Jérôme à la baguette pour mener cette table ronde. Bonjour à tous, effectivement une dernière table ronde avant la keynote Comscore sur l'innovation pour parler effectivement de Smart CRM, comment la data fait le pont entre publicité et relations clients, un sujet ô combien d'actualité. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir donc 4 intervenants de très grande qualité qui vont se présenter rapidement. Loïc Jourdain, donc Head of Business Ops chez Stouti. Stouti, en quelques mots, en quelques chiffres, avec le micro. Donc Stouti, en quelques mots, en quelques chiffres, c'est 1,5 million d'utilisateurs. C'est une marketplace de services, là où vous pouvez demander n'importe quel type de service et vous recevez des propositions adaptées de particuliers et de professionnels. Par exemple, je cherche, je sais pas, un peintre pour repeindre mon plafond. Un peintre, un cours de japonais, une livraison de sapin en ce moment, peu importe le service. Oui, c'est le sujet du mois de décembre, la livraison de sapin. Exactement. Et donc il y a des gens si qui vous avez sont pas sur envie cette de galérer marketplace. à Et donc déjà 1,5 million d'utilisateurs, ouais, c'est à peu gigantesque. près 30 000 demandes par mois. Et en fait, notre sujet, c'est l'hypercroissance. C'est comment est-ce qu'on fait 30% de croissance mensuelle. D'accord. Et vous avez commencé avec une application, donc évidemment, le mobile est incontournable dans votre activité. On est né là-dessus. On va revenir sur les chiffres. Claire-Alix Legendre, responsable acquisition, marketing et communication de Vente Privée. Est-ce qu'on présente encore VP ? Non, je pense que c'est pas la peine et je suis sûre que vous avez tous fait vos cadeaux de Noël sur Vente Privée ce matin. Donc nous, on est le leader de la vente événementielle en Europe. On est présent dans 8 pays. On a 34 millions de membres en Europe aujourd'hui. Et effectivement, vu qu'on est là pour parler de mobile, on est, nous, complètement mobile first, parce qu'on a plus de 80% de notre trafic qui est mobile. 80%, oui, c'est considérable. Et majoritairement applicatif. App first. App first, totalement. Et plus de 65% de notre chiffre d'affaires, qui est mobile également. Donc vraiment une entreprise qui a réellement fait la bascule, évidemment, sur l'écran du mobile. On a fait la bascule. En fait, nos utilisateurs ont fait la bascule eux-mêmes et grâce à notre modèle, en fait, qui est particulièrement adapté au mobile. Très bien. À votre droite, Charlotte Journeau-Baum, qui est CEO et fondatrice de Wishibam. Bonjour Charlotte. Alors on connaît évidemment un peu moins Wishibam que Vente Privée, mais ça ne va pas durer parce que c'est une entreprise qui se développe très bien. Alors en fait, Wishibam, c'est une marketplace mode et beauté. On met à disposition de nos clients un service gratuit et illimité d'assistant shopping. Et en fait, pour mettre à disposition de nos clients ce service-là, on a développé une technologie qui permet de digitaliser le vendeur et donc qui permet au client de dire à ce vendeur ce dont il a envie. Derrière, ces informations-là seront envoyées sur le CRM qu'on a développé et qui va recouper ces informations-là des informations qu'on connaît, c'est-à-dire l'historique du client sur le site, par exemple sur le site de Vente Privée. On fait un test demain sur Vente Privée. Et derrière, ça permet, en fait, il y a une première recommandation qui se fait de façon algorithmique et il y a des vendeurs, enfin des experts qui vont valider cette recommandation et qui vont personnaliser le message en apportant de la valeur. Et donc nous, voilà,
on utilise les nouvelles technologies et le retraitement de data pour permettre à l'humain de gagner du temps et de créer du lien avec le client. Le mobile, c'est important dans votre activité? Alors, sur la partie B2C, le mobile, c'est très important puisqu'on est sur chatbot. Donc, en gros, c'est là où ça se prête le mieux. Donc, c'est 70% de nos clients qui sont sur mobile. Donc, c'est pas mal. Et sur la partie B2B aussi, on espère le tester bientôt sur le mobile chez vous. Alors, 3 entreprises qui sont donc majoritairement aujourd'hui présentes sur le mobile et un 4e intervenant, Reda Larebi d'AppsFlyer. Reda, qui êtes-vous? Merci pour cette question. J'ai cru vous voir ce matin, mais je ne suis pas sûr. Tout à fait. On se vous voit, c'est ça? On se vous voit. Donc voilà, moi je travaille pour AppsFlyer. On est une plateforme d'attribution et d'analytics. Notre travail vraiment, c'est d'aider nos clients à savoir d'où viennent leurs utilisateurs les plus fidèles, les plus valuables. Et donc voilà, on fait ça depuis 5 ans. Un petit chiffre, nous, voilà, on traite à peu près 600 milliards de données mobiles par mois. C'est pas un petit chiffre. 600 milliards. En tout cas, ça aide notamment les développeurs d'applications à connaître effectivement l'origine des téléchargements et à faire les bons arbitrages publicitaires derrière, avec notamment un index que vous publiez régulièrement. On publie un index tous les 6 mois pour classifier les sources médias par pays, par vertical, par OS, pour savoir vraiment quelle est la source la plus efficace si vous voulez acquérir des utilisateurs sur l'Espagne, la France ou le Royaume-Uni ou les États-Unis, tout simplement. Alors, beaucoup de data mobile chez AppsFlyer. La data, on le dit souvent, c'est un sujet évidemment essentiel aujourd'hui. Loïc, peut-être une première question pour cet outil. Quelles sont les données aujourd'hui que vous collectez sur les mobinautes? Est-ce que c'est différent de ce que d'autres peuvent faire sur le desktop et comment ça fonctionne? Alors, nous, sur les données collectées, on a eu un premier enjeu qui était, pour nos données d'utilisateurs qui évoluent sur desktop, d'arriver à récolter des données à peu près équivalentes à ce qu'on avait sur mobile quand on a créé le site web il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait chez nous. Vous avez commencé par l'appli et après vous avez ouvert le desktop. Et on a ouvert Android puis le desktop. Et sur les données qu'on récolte, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les données de localisation, puisque un service est toujours géolocalisé, et tout ce qui a trait au centre d'intérêt, à l'univers des utilisateurs, ce qui va nous permettre de personnaliser l'expérience qu'on vit sur cet outil. On va proposer des choses différentes selon qu'on évolue dans un univers plutôt do it yourself, un univers technologique, un univers sportif, etc., etc. Donc c'est vraiment comprendre qui est l'utilisateur, à quel univers il appartient, pour pouvoir lui proposer des parcours pertinents. Évidemment, avec le mobile, une meilleure qualité de données. Quand on cherche la géolocalisation, c'est beaucoup plus fin avec un mobile qu'avec un ordinateur desktop. Oui, tout à fait. Et même techniquement, vraiment, comme on est né sur le mobile, on évoluait avec facilité dans cet univers-là. Et sur le desktop, on se demandait toujours quelle est la fiabilité de les données, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer ce qu'on avait sur le mobile. C'est pour ça qu'on incite quand même assez largement tous nos utilisateurs à évoluer sur le mobile. Et c'est le cas de 70 à 80% de notre trafic. Au-delà des données de localisation, vous avez aussi une application où il faut se loguer, je crois, ce qui est un arbitrage, mais qui vous permet de récupérer beaucoup d'informations personnelles rapidement. Oui, alors paradoxalement, on a connu 2 phases. Donc une phase où il fallait absolument se loguer pour évoluer sur cet outil. Et on est en train d'y revenir légèrement. Et on va tester là sur les prochains mois le fait d'évoluer en mode anonyme pour pouvoir toucher l'application avant de convertir et de demander un service. D'accord, ce qui est a priori à rebours de beaucoup de pratiques en ce moment, mais j'imagine que ça dépend du business dans lequel on opère. Nous, on a le sentiment que... Vous étiez allé trop loin dans la fermeture. Oui, tout à fait. Tout le monde avait en tête le prisme Uber, où c'était quelque chose de très simple, il suffit il faut se loguer, ou vente privée peut-être. Ou vente privée, on comprend directement ce qu'on va avoir sur Uber ou sur vente privée. Sur cet outil, on avait le sentiment qu'il fallait d'abord être rassuré par l'univers de confiance qu'on proposait avant de pouvoir évoluer sur la plateforme et demander un service. Claire Alix, effectivement, vente privée a toujours fait le choix de fermer l'interface. C'était un moyen de collecter rapidement des informations sur les consommateurs? Alors, au départ, le postulat ne vient pas du tout de là. C'est plutôt un choix B2B. Au départ, pour vendre à nos marques partenaires un écosystème fermé et un écrin vente privée sur lequel ils peuvent faire du déstockage sans que ce soit remonté sur les moteurs de recherche. L'avantage d'un point de vue B2C, c'est qu'évidemment, ça permet de collecter de la donnée dès l'inscription. Alors, c'est un frein, évidemment, parce qu'il faut passer cette barrière de l'inscription pour récupérer des utilisateurs.
mais on a l'avantage d'avoir toutes les infos démographiques et socio-démo à l'inscription, un email, opt-in, enfin, déclaré, coché, etc. Je fais attention, je sais qu'il y a la CNIL, est encore là. Et sur mobile, un identifiant unique de téléphone. Vous récupérez également des informations spécifiques au mobile, comme la géolocalisation? Non, nous, on ne récupère pas la géolocalisation. On n'en a pas spécialement besoin aujourd'hui pour adresser nos offres. On récupère vraiment les données socio-démo du formulaire, le mail, l'identifiant unique du téléphone, et après, on stocke évidemment tout le parcours de navigation de nos membres. Bien sûr, pour pouvoir qualifier ce membre et savoir les produits qui l'intéressent. Évidemment. Charlotte également, comment vous faites vous sur le mobile? Vous récupérez quel type d'informations? Alors en fait, nous, ce qui marche super bien chez nous, c'est vraiment le service d'assistant shopping et c'est ça qui crée de la valeur. Et en fait, on a fait le choix de... Donc l'application, il faut la télécharger. Derrière, il n'y a pas besoin de se loguer au départ. Donc un peu comme ce que veut faire cet outil, l'utilisateur peut évoluer au sein de l'application. Par contre, quand il fait appel à l'assistant shopping, nous, on a besoin de qualifier notre client. Donc à la fin de l'interaction qu'il va avoir via le chat, on lui demande de se loguer. Et donc du coup, comme il se logue, donc déjà on sait que, on qualifie le client, on a des informations sur le client qui nous permettent derrière de mieux traiter sa demande, et ça nous permet aussi de répondre par le chat et par email pour être sûr qu'il va avoir la réponse. Vous vous êtes posé la question du login d'entrée ou pas tant que ça? Alors en fait, ouais, on avait testé le login au début du chat. On s'est rendu compte qu'on avait un taux d'abandon qui était très important parce qu'en fait, le client, il n'avait pas encore testé, il ne savait pas exactement ce que c'était. Et donc du coup, on lui demandait de se loguer alors qu'il ne savait pas où ça allait aboutir. Et on l'a mis du coup à la fin du parcours parce qu'une fois qu'il a une bonne expérience en chattant, il se connecte. Et on a un taux d'abandon beaucoup moins élevé. On a 5%, donc c'est vraiment mieux. Et les données de géolocalisation qui intéressent Touti, c'est aussi quelque chose que vous récupérez sur le mobile? Non, nous, on ne récupère pas ce genre de données parce qu'on n'en a pas besoin. Par contre, pour traiter au mieux les demandes du client, on récupère l'historique de navigation et on récupère aussi la conversation qu'il a eue dans le chat pour pouvoir lui répondre de façon pertinente. Mais ça, il est au courant que quand... Non, mais moi aussi, je fais attention. On le prévient à l'avance qu'on utilisera du coup le chat pour répondre à sa question, quoi. Reda, sur les 600 milliards de données collectées par AppsFlyer, on pourrait les classifier en grands ensembles? Alors, sur ces données-là, en fait, donc on a une grosse partie qui est non loguée. Donc ça, c'est sûr, c'est comme ça voilà. En fait, nous, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on donne à disposition de nos clients notre SDK. Ensuite, ils peuvent traquer absolument ce qu'ils ont envie de traquer. Néanmoins, en fait, ce qu'on essaye de pousser un maximum, notamment avec les clients qui ont une application, mais aussi un site mobile, de pouvoir matcher ce qui s'est passé sur le mobile et sur l'application en nous envoyant ce qu'on appelle un Customer User ID, ce qui est que le CRM ID des clients, ce qui fait qu'on sait que l'utilisateur sur le mobile 1, 2, 3, 4, 5 a acheté 10 €, mais on sait aussi que sur le desktop, il a acheté 20, 30, 40 €. Et ça permet vraiment de pouvoir recouper, d'avoir une vision globale. On peut aller vraiment jusqu'au point de vente avec des retailers avec lesquels on travaille, qui ont une vision complètement globale de ce qui se passe, que ce soit sur l'univers applicatif, mais aussi desktop. Très bien. Alors, donc on peut collecter des données évidemment avec le mobile, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement chez Stouti? C'est quoi votre usage de ces données? C'est peut-être personnaliser les interfaces, essayer de pousser la meilleure offre aux consommateurs? Oui, tout notre enjeu d'une marketplace généraliste comme la nôtre, c'est vraiment de concevoir des parcours pour les utilisateurs, pour qu'en fonction de leur point d'entrée sur cet outil, du premier service qu'ils ont demandé, on puisse positionner les services suivants qui peuvent les intéresser. Donc, on peut prendre un exemple très simple. Si on fait un déménagement, on va vouloir proposer à l'utilisateur de faire peut-être le nettoyage qui va avoir lieu après, le bricolage, etc. Et ce genre de choses qui peuvent arriver. Et donc l'interface utilisateur aujourd'hui, elle se personnalise? Voilà, en fait, on a une home avec des carousels exploratoires et notre objectif, c'est vraiment d'en faire un espace de lèche-vitrine comme il peut y avoir sur Vente Privée ou sur Amazon, mais dédié à l'univers du service.
Et donc évidemment, ces carousels se personnalisent progressivement à mesure qu'on évolue sur cet outil. Donc ça, ce sont les données qu'on récolte au sein de notre écosystème, mais aussi en fonction des points d'entrée, des données d'acquisition qu'on a pu récupérer, en fonction des types de campagnes qu'on a effectuées. J'imagine que ça vous permet aussi de faire des campagnes de marketing direct plus précises, peut-être avec de la push notification, de l'emailing. Oui, notre gros sujet, c'est tout ce qui a trait au marketing automation. Qu'il s'agisse de push, qu'il s'agisse d'email, qu'il s'agisse d'interfaces personnalisées, et surtout de donner la main le plus possible aux équipes marketing pour qu'elles aient la donnée à disposition, qu'elles aient la possibilité d'automatiser des campagnes pour pouvoir concevoir les parcours les plus fins et les plus multiples pour nos utilisateurs. Et ça se traduit par des taux de transfo nettement supérieurs? Ah oui, c'est extrêmement significatif. Donc la première amélioration du taux de conversion, elle se fait lorsqu'on comprend à quel segment se rattache l'utilisateur. Et ensuite, sur certaines verticales pour lesquelles on a développé des parcours, donc typiquement le déménagement, ensuite le taux de repeat est incomparablement supérieur lorsqu'on accompagne l'utilisateur, qu'on essaie de comprendre ses problématiques, et les autres pour lesquels on n'a pas encore eu le temps de créer les parcours, puisqu'il y a plus de 500 services qui sont possibles. Donc typiquement, quand on prend un cours de japonais aujourd'hui, on ne sait pas très bien quoi suggérer encore par la suite. Ça viendra. Claire Alix, comment vous utilisez aussi ces données pour améliorer les taux de transformation ou le repeat business avec vos membres? Alors, je pense qu'on a exactement la même stratégie. Nous, on a une autre problématique qui est qu'effectivement, l'offre vente privée, elle est extrêmement large. On vend aussi bien de la mode que du vin que du voyage. Aujourd'hui, pour parler à nos membres, il faut qu'on sache effectivement ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Et on travaille de plus en plus sur ces logiques effectivement de personnalisation des interfaces, d'adaptation de l'offre à chaque utilisateur, et surtout de stratégie de campagne marketing adaptée pour travailler la pression marketing de chaque membre en fonction de ce qu'il accepte lui et en lui proposant le meilleur produit au meilleur moment, que ce soit sur nos canaux CRM ou notre achat média externe. Et donc ça passe aussi par cette logique d'automatisation du marketing? On essaye au maximum d'automatiser les choses. Oui, c'est forcément toujours un petit peu complexe parce que ça nécessite des développements, des outils. Mais oui, on automatise pas mal de nos campagnes email sur des triggers. Et là, on est en train d'essayer d'automatiser toute la personnalisation des interfaces. Charlotte, chez Wishibam, donc vous nous expliquez tout à l'heure que l'enjeu pour vous, c'est de combiner une partie d'automatisation, mais surtout de réintroduire un vendeur sous forme d'assistant conversationnel, mais il y a un humain derrière, et ça améliore aussi les taux de transformation. Exactement. En fait, nous, on utilise vraiment les données de l'utilisateur, que ce soit les données d'historique, de parcours client, et que ce soit les données lors du chat par l'utilisateur pour lui répondre de la façon la plus pertinente possible. Pour ça, on a développé un outil de recommandation qui, en fait, est un espèce de super CRM sur lequel on retrouve en un coup d'œil les derniers clics, les derniers achats de l'utilisateur et puis l'historique de conversation avec son assistant shopping. Derrière, ces données-là aussi sont utilisées pour aider l'algorithme à proposer une sélection qui est pertinente. Et il y a des humains qui font en fait un espèce de check qualité. Donc, ils vont sélectionner parmi 20 produits proposés par l'algorithme les 5 produits qui sont vraiment pertinents parce qu'il les aime, ces produits, et parce qu'il a vu ce que le client lui a dit dans le chat. Et puis derrière, en fait, le temps humain va être passé là où il crée de la valeur, c'est-à-dire là où il crée du lien, là où il accompagne le client, là où il y a une relation, un conseil qui se crée, qui se fait. Et ça se traduit par des taux de transformation, je crois, très élevés. Oui, alors donc du coup, en moyenne sur l'année, on était à un taux de conversion donc sur notre partie B2C via le chat de 20%, ce qui est vraiment beaucoup. Oui, parce que les statistiques du secteur, elles sont plutôt aux alentours de 1 à 2%, c'est ça? C'est 1 à 2%, sur Amazon c'est 4%, et donc du coup on est vraiment content de faire 5 fois plus mieux qu'Amazon, c'est plutôt bien. Parce que justement vous avez réussi à finalement à combiner le meilleur des deux mondes, à la fois de l'intelligence artificielle pour faire une forme de curation, puis après cet humain qui va véritablement rentrer dans une relation avec le client. Exactement, c'est-à-dire qu'on a un taux de conversion donc à 20% et on a un taux de réachat aussi à 84%. Donc en fait, le CRM qu'on a développé nous permet à la fois de mieux convertir les clients et derrière de le garder.
de le garder et de continuer à l'animer et à faire en sorte qu'il reste et qu'il y ait un processus de bouche à oreille. Voilà. Et il y a des choses que l'intelligence artificielle est incapable de détecter et qui va justement permettre de faire une conversion? Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle évolue effectivement très très vite et c'est assez impressionnant, mais aujourd'hui, aucun algorithme n'est capable de répondre de façon pertinente aux clients sur une demande qui serait un peu complexe. C'est-à-dire que, par exemple, la dernière fois, il y a une cliente qui nous a dit je cherche un jean plutôt taille haute parce que je veux remonter mes fesses, mais attention, je suis complexée des mollets, etc. Ça fait trop d'infos en fait pour l'algorithme. Et si c'est la première fois que le client fait une demande, non mais c'est vrai, on a beaucoup de demandes comme ça. Et donc si c'est la première fois que le client fait des demandes, en fait, ça va sortir une sélection qui ne sera pas forcément bonne par rapport à ce que la personne nous a donné. Et donc en fait aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que si on ne répond pas de façon pertinente au client la première fois, on le perd. Donc, le check de l'expert, ça permet déjà de vérifier que la recommandation est pertinente et ça permet aussi d'apporter un plus au client et de lui conseiller quelque chose. Donc, de lui dire, bon, voilà, j'ai sélectionné pour vous 3 jeans taille haute parce que vous avez raison, si vous voulez mettre en valeur vos fesses, le taille haute, c'est mieux. D'ailleurs, je me suis permise de rajouter des poches parce que ça fera un fessier plus rebondi. Et puis, pour les mollets, j'ai pris un pas de def. Voilà. Mais au moins, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de nous et qui a passé du temps. Et donc, ça influe forcément sur le taux de conversion et sur le taux de réachat. Alors, ça coûte quand même très cher d'avoir des experts en mode capables de répondre à ce genre de questions. Ça reste rentable pour vous? Donc oui, en fait, l'important, c'est pas vraiment combien ça coûte, c'est effectivement combien ça rapporte. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça nous rapporte beaucoup plus que ce que ça nous coûte. Donc l'idée, c'est d'utiliser le machine learning et donc tout le retraitement de data pour faire en sorte que ça aille très vite pour l'humain de répondre de façon pertinente aux clients. Et donc derrière, en fait, par exemple, aujourd'hui, traiter une demande, ça prend 40 secondes à un humain. Donc on verra. C'est pas si long que ça. Ouais. C'est pas si long que ça. Et puis derrière, si la personne, elle achète 5 fois plus, qu'elle revient et qu'en plus on arrive à augmenter son panier moyen, finalement, c'est plutôt pas mal. Et nous, on paie nos experts comme des vendeurs, puisque c'est vraiment le même process. Donc il y a un fixe et un variable sur les ventes. Donc plus ils vendent, plus ils gagnent de l'argent, plus on est content. Parce que nous et aussi... donc le modèle est viable. Reda, si on parle aussi de data, comment les utilisent vos clients? Il y a ces problématiques évidemment d'optimiser l'acquisition d'utilisateurs. Il y a, j'imagine, aussi toutes ces problématiques d'acquérir de véritables clients et voire de faire de la rétention. On peut pas aujourd'hui avoir une stratégie marketing réaliste sans s'appuyer sur ces données. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un point très très important. On va se le dire, on est honnête, une installation, ça vaut rien du tout. Ce qu'il faut, c'est un utilisateur qui concrètement revient dans l'application, qui fait des achats, qui est intéressé. Donc ça, c'est un point extrêmement important. La rétention, c'est l'une des premières choses qu'on pousse nos clients à utiliser. Après, c'est aussi pouvoir customiser, pouvoir personnaliser les messages, de pouvoir avoir une audience et de se dire je veux adresser un message spécifique aux utilisateurs qui ont téléchargé mon application sur les 30 derniers jours, qui l'ont désinstallé en lui donnant une réduction spécifique, ou bien quelqu'un qui a fait un event spécifique, qui a installé, s'est logué et n'a pas fait la vente, donc de pouvoir leur dire de revenir, d'essayer de personnaliser un maximum les messages pour garder les utilisateurs au sein de l'application. Évidemment, ce n'est pas qu'une problématique publicitaire. Si l'application est fermée, par exemple, comme on l'évoquait, ou si l'expérience utilisateur n'est pas très bonne, le taux de rétention sera mauvais et parfois les annonceurs ont tendance à blâmer des médias, alors qu'évidemment, c'est leur responsabilité. Mais ça, c'est grâce à vos données qu'ils s'en rendent compte. Tout à fait. Alors, c'est rigolo parce que de temps en temps, on a des clients qui nous disent j'ai 5 sources médias, j'ai 5% de... disons, j'ai 1% de taux de conversion sur 4 sources médias et j'en ai une, le tracking ne marche pas. Non, en fait, s'il y en a 4 qui fonctionnent et une qui ne marche pas, c'est peut-être que tu as mal choisi ton network. Donc après, c'est vrai que c'est les données qu'on donne à nos clients pour qu'ils puissent faire les choix derrière de leur côté.
En tout cas, beaucoup de données qui vous permettent de piloter votre application. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que ces données aujourd'hui sont utilisées dans votre stratégie publicitaire, hein? On parle de CRM onboarding. En gros, vous achetez uniquement des utilisateurs qui ressemblent à vos clients existants, ou en tout cas, vous parlez à des gens avec lesquels vous pouvez déjà comparer les profils. Vous faites comme ça chez Souti? Oui, donc en fait, on vient de terminer la phase en fait de ce qu'on pourrait appeler notre Smart CRM, donc en fait un endroit où toutes les données dont on dispose sont vraiment rapportées à l'utilisateur, consultables par les différentes équipes et donc réutilisables pour différents leviers. Et notamment, l'un des leviers là qu'on explore maintenant qu'on a ce nouveau jouet à disposition, c'est effectivement la capacité de repropulser les segments qu'on a identifiés en interne. Comme les plus rentables, hein, c'est ça? Comme les plus rentables ou comme certains univers, en fonction de ce qu'on souhaite faire, et de les repropulser au sein des audiences Facebook, par exemple, pour pouvoir matcher et voir les différences et focaliser nos campagnes sur. Donc concrètement, vous allez chercher des jumeaux statistiques, c'est ça, de vos meilleurs clients sur les plateformes publicitaires? Oui, tout à fait. Il y a la possibilité, typiquement sur un Facebook, de faire des lookalikes. Donc, je ne sais pas, tous ceux qui ont fait des commandes de plus de 100 €, on veut trouver les mêmes. Mais nous, on a du mal à croire fondamentalement à un raisonnement aussi simpliste. Donc, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est sous-segmenter parmi ces personnes qui ont fait des paniers moyens de plus de 100 €, lesquels évoluaient dans l'univers bricolage et étaient des femmes, et etc., etc. Constituer ces segments-là et regarder dans les bases publicitaires existantes qui sont des personnes similaires. Claire Alix, chez Vente Privée, vous utilisez aussi les données CRM pour piloter votre stratégie d'acquisition? Oui, exactement. En fait, la donnée, on l'utilise à la fois pour cibler nos campagnes, hein, donc choisir d'exclure certains membres. Oui, ça paraît du bon sens, mais beaucoup d'annonceurs ne le font pas encore, d'exclure leurs propres clients. Oui, alors nous, c'est vrai que c'est la base. Effectivement, quand on veut recruter des nouveaux membres, on exclut ceux qui existent déjà. Ça évite de payer du média sur ceux qu'on a déjà. Voilà, mais on peut avoir à l'inverse des stratégies médias externes sur des logiques plus de rétention. Donc là, on va aller cibler certains segments de clients spécifiques. On va faire du lookalike sur certains segments clés. Enfin, voilà, pour moi, c'est d'abord un outil de ciblage. Peut-être du reciblage également de clients existants mais qui ne reviennent plus, mais avec là, cette fois-ci, un message spécifique. En fait, voilà, on va adapter le ciblage et la créa grâce à nos données, en misant sur à la fois la nôtre, mais aussi le pouvoir et la puissance des algorithmes de certains partenaires. Tu as mentionné Facebook, effectivement, nous on utilise aussi beaucoup Facebook et ses algorithmes qui nous permet sur des membres où nous on avait déjà de l'historique de navigation, mais où Facebook sait qui est ce membre et a aussi pas mal d'informations sur lui. Facebook va aller identifier dans notre catalogue produit qui est disponible en ce moment quels sont les produits qu'il faut exposer aux membres pour qu'il y ait le plus de chances qu'ils reviennent. Donc voilà, on travaille toutes ces logiques-là aussi sur quelque part le ciblage et la créa et le message qu'il faut exposer à chaque segment de membres. Vous travaillez aussi avec Adotmob, hein, qui a rejoint le groupe Vente Privée. On travaille avec Adotmob sur certaines problématiques, notamment on réfléchit ensemble à pas mal de choses. Et vous les challengez pas mal, hein, je crois, sur les coûts d'acquisition. Alors, on n'a pas forcément on n'a pas de campagne concrète qui tourne ensemble. Moi, j'ai des objectifs d'acquisition qui sont extrêmement héroïstes et pas forcément atteignables en programmatique, honnêtement. D'accord, intéressant. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est clairement le CRM chez vous qui pilote la stratégie publicitaire? Alors aujourd'hui, chez nous, on a commencé par désiloter un petit peu tout ça. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des équipes au marketing qui sont des équipes produits et qui sont des équipes pluridisciplinaires et qui travaillent ensemble pour un objectif. C'est-à-dire que moi, j'anime au quotidien une équipe qu'on appelle User Engagement, dont l'objectif est de générer des primo-acheteurs. Et donc, au sein de cette équipe, j'ai des acheteurs médias, j'ai des experts CRM, j'ai des data miners et j'ai des développeurs. Et tous ces gens travaillent ensemble sur un objectif et construisent une stratégie ensemble. Voilà. Et il y a une deuxième équipe derrière qui va travailler plutôt sur la rétention, justement, et sur le repeat. Charlotte, c'est quoi votre vision justement de ces problématiques d'acquisition? Aujourd'hui, vous le faites sur la base de votre expertise CRM? Alors, en fait, nous, on a eu la chance d'avoir une bonne croissance sans avoir à faire d'acquisition client payante. Vous ne faites pas pour l'instant de publicité? Non, pour l'instant, on n'en fait pas, mais là, on va lancer des campagnes justement publicitaires, justement pour voir sur quelle cible marche le mieux
notre proposition de valeur qui est celle d'accompagner le client tout au long de l'acte d'achat. Voilà, parce qu'aujourd'hui, comme on n'a pas fait d'acquisition client, en fait, on a une cible qui est super, qui a été générée via du bouche à oreille, mais du coup, qui est peut-être pas celle qui marcherait le mieux. Donc voilà. Donc là, l'objectif, c'est justement de faire des campagnes d'acquisition client pour tester notre produit sur différents segments de population. Mais vous allez le faire sur la base de ce que vous connaissez déjà ? Oui, on va le faire sur la base de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'on sait que le taux de conversion chez nous, sur les 18-34 ans, est de 20% et que 80% des personnes qui utilisent notre outil sont des femmes. Et ben là, on va essayer de voir comment on va pouvoir cibler justement des hommes, quelle tranche d'âge. Est-ce qu'on va, pour les femmes, essayer de cibler les 45 et plus, voilà. Sur la base de notre CRM, effectivement, on va lancer nos campagnes. Reda, c'est une révolution en fait dans le monde de la publicité. On se rend compte que c'est demain les gens du CRM qui étaient plutôt en aval qui vont se retrouver finalement en première ligne pour piloter les campagnes. Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on voit, nous, je vois personnellement, quand je rencontre des nouveaux clients, on a souvent beaucoup de personnalités en face de nous et le CRM prend de plus en plus de place dans cette réflexion. Et ce qu'on dit toujours, c'est voilà, les données, elles vous appartiennent, il faut que vous puissiez les garder, les exporter chez vous puissiez aussi les analyser. Et c'est voilà, c'est ce genre de choses qu'on essaie de faire avec nos clients, c'est vraiment de leur donner accès à toutes ces données-là et après de leur permettre de faire les choix. Et c'est souvent des acteurs du monde des applications qui ont les best practices, à la fois en termes d'acquisition, de rétention, de calcul de la lifetime value. Donc c'est dans cet univers-là qu'aujourd'hui on est le plus en avance. Tout à fait. Alors c'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'univers du gaming où c'est pas qu'ils sont en avance, ils sont extrêmement précurseurs. Ils savent que j'achète mon utilisateur 1 €, je prends un exemple tout bête. Si au bout de 2 jours il m'a pas rapporté tant, j'arrête d'investir. En tout cas, il y a cette logique aussi un peu plus qualitative. On est capable d'investir plus si c'est évidemment un utilisateur qui crée plus de valeur. Heureusement, alors on a enfin switché, hein, je dis enfin, de je veux des installs pas chers à je veux un utilisateur. Ouais. Et voilà, c'est pas anodin, mais c'est une vraie révolution évidemment conceptuelle. C'est du bon sens, mais exactement. On a longtemps été heurté, peut-être parce que c'était justement pas les gens du CRM qui pilotaient la pub, non ? Exactement. C'était vraiment, on était vraiment sur de la publicité, alors que là, les gens sont de plus en plus héroïstes. Et le fait d'avoir un chiffre en amont, de savoir que ça me coûte tant et de savoir que ça me rapporte pas autant, ben on sait exactement quel choix faire après. Généralement, on arrête les campagnes, ou on continue, ou on double le budget. Très bien, je vais demander à tous les 4 rapidement un hashtag de conclusion, puis n'hésitez pas aussi à utiliser l'application mmafp.live pour poster à votre tour un hashtag de conclusion. Loïc, ça serait quoi le mot de conclusion de cet outil ? Moi j'ai beaucoup aimé le hashtag du jeune homme de Vertically, crowd culture, parce que c'est effectivement nous ce qui nous anime, c'est vraiment donner les outils à chacun pour que les gens se connectent ensemble et puissent faire des choses ensemble. Et même en interne, c'est valable chez nous parce que ce qu'on essaie de développer au niveau du CRM, c'est que des outils modulaires dont chacun peut se saisir pour tenir les objectifs. Donc très bien. Je vais le reprendre. Et puis achetez votre sapin de Noël avec cet outil cette année. Oui, si c'est pas déjà fait, il faut surtout pas hésiter, bien sûr. Claire Alix, un mot de conclusion. Moi, je dirais la data, mais la data au service de l'expérience utilisateur. Très bien. Et évidemment aussi, faites vos cadeaux de Noël sur vente privée, il est encore temps. Bien sûr. Dans l'offre Noëlissime, on livrera promis pour Noël. Merci. Charlotte, un mot de conclusion. En fait, moi, je vais reprendre ce qu'on vient de dire. Si je devais faire un hashtag, ça serait l'amour du client et ça serait plutôt utiliser les données au service de l'utilisateur pour lui permettre d'avoir une expérience la meilleure possible et la plus belle, quoi. Si je veux m'acheter un pull moche pour la soirée de Noël, vous pouvez aussi m'accompagner sur Wishibam. Si vous voulez vous acheter un pull moche pour la soirée de Noël, et ben on vous dira que ce pull est sympathique, mais que cela pourrait totalement vous convenir et très très bien vous aller. Très bien, merci. En tout cas, on invite tout le monde à tester Wishibam. Reda, un mot de conclusion de la part d'AppsFlyer, ça serait quoi le hashtag de conclusion ? Customer first. Pareil, c'est vraiment de mettre le client au centre de toutes nos décisions. Et voilà, on voit que ça marche, donc c'est extrêmement important de remettre le CRM au centre de la data. Très bien, merci en tout cas à tous les 4 pour vos témoignages.